comment est-ce qu'on peut connaître le goût de toute une marmite de soupe en n'en goûtant qu'une seule petite cuillère? C'est une question simple mais qui touche au cœur d'une idée très puissante, la logique de l'inférence. Et c'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble. En fait, cette simple cuillère, c'est un peu comme un sondage d'opinion avant une grande élection ou alors un essai clinique pour un tout nouveau médicament. C'est l'idée fondamentale de l'inférence statistique. On utilise une toute petite partie pour comprendre, pour déduire ce qui se passe dans l'ensemble. On fait face à ce genre de problème tout le temps. Que ce soit pour approuver un vaccin ou lancer un nouveau produit, on ne peut évidemment pas tout tester sur tout le monde, ce serait impossible. Et c'est précisément là que l'inférence statistique intervient pour nous donner des réponses qui sont, fiables. Alors, comment ça marche concrètement? Tout commence par la compréhension de deux concepts absolument clés, la population et l'échantillon. D'abord, la population. C'est le groupe entier qui nous intéresse. Par exemple, toutes les personnes qui ont un taux de cholestérol élevé. C'est notre marmite de soupe entière. Le truc, c'est que cette population est souvent bien trop grande pour être étudiée directement. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On prend une cuillerée. C'est notre échantillon. C'est un petit sous-ensemble de cette population, une portion gérable qui, et c'est le point crucial, si elle est bien choisie, va nous en dire très long sur le reste de la marmite. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. On mesure une caractéristique dans notre échantillon, ça c'est ce qu'on appelle la statistique, par exemple la baisse moyenne de cholestérol dans notre groupe de test, et on utilise ce chiffre pour estimer la même caractéristique dans la population entière, ça c'est le paramètre. C'est un saut logique, mais un saut incroyablement puissant. Mais attention, parce que toutes les cuillerées ne se valent pas. Si on ne prend que les carottes au fond de la marmite, on va avoir une idée complètement fausse du goût de la soupe. Alors comment on fait pour s'assurer que notre échantillon est un bon reflet de l'ensemble? Déjà, il faut bien comprendre pourquoi on fait ça. Interroger toute la population, faire un recensement complet, c'est juste irréaliste. C'est trop cher, ça prend un temps fou et parfois c'est même carrément impossible. L'échantillonnage n'est pas un plan B, c'est souvent la seule solution pratique. Le but du jeu, donc, c'est d'obtenir un échantillon représentatif, une sorte de version miniature, de modèle réduit de la population. Et pour y arriver, notre meilleur allié, c'est le hasard. Pourquoi? Tout simplement parce que le hasard, lui, il est impartial. En utilisant une méthode comme l'échantillonnage aléatoire simple, on s'assure que chaque individu de la population a exactement la même chance d'être choisi. C'est un peu comme si on mélangeait très bien la soupe avant de prendre notre cuillère. Ça permet d'éliminer les biais et d'obtenir un reflet aussi fidèle que possible. Ok, maintenant qu'on a nos indices, qui proviennent d'un bon échantillon bien mélangé, voyons comment on peut passer de ces indices à un véritable profil de la population. Bon, disons que dans notre échantillon de patients, le médicament a fait baisser le cholestérol de 10 mg par décilitre en moyenne. Ça, c'est notre point de départ, notre meilleure estimation ponctuelle. Est-ce que ça veut dire que pour toute la population, la baisse serait d'exactement 10? La réponse est quasi certainement non. Pourquoi? Parce que notre échantillon n'est qu'un parmi des milliers d'échantillons possibles. Une autre cuillerée aurait peut-être donné une 9,8 ou 10,3. Il y a une part de hasard. Du coup, au lieu de parier sur un seul chiffre, les statisticiens sont un peu plus malins. Ils préfèrent donner une fourchette de valeurs plausibles. C'est ce qu'on appelle un intervalle de confiance. Dire on est confiant à 95% que la vraie baisse se situe quelque part entre 8 et 12. C'est une approche beaucoup plus honnête et beaucoup plus informative. On quantifie notre incertitude. On admet qu'on n'a pas la science infuse. Et c'est justement ça qui rend le résultat crédible et utilisable. Allez, on passe maintenant à la partie la plus judiciaire de notre enquête. On va mettre l'affirmation de départ, ce médicament fonctionne, sur le banc des accusés. C'est vraiment comme dans un procès. D'un côté, il y a l'hypothèse nulle, c'est la présomption d'innocence. Par défaut, on suppose que le médicament ne fait rien, qu'il n'a aucun effet. De l'autre côté, il y a l'hypothèse alternative, c'est l'accusation. Non, ce médicament est efficace, il fait baisser le cholestérol. Et pour mener ce procès, on suit une procédure très claire, en 4 étapes. On pose les hypothèses, on collecte les données, on analyse les preuves, et à la fin, on prend une décision. L'objectif, c'est de voir si les preuves de notre échantillon sont assez fortes pour renverser cette présomption d'innocence. Le procès a eu lieu, les preuves ont été analysées, il est maintenant temps de rendre le verdict et, surtout, de bien comprendre ce qu'il signifie. On a tous déjà entendu cette phrase quelque part, le résultat est statistiquement significatif. Ça peut paraître intimidant, mais en fait ça veut juste dire une chose très simple. Les preuves qu'on a trouvées dans notre échantillon sont suffisamment solides pour rejeter la présomption d'innocence. Autrement dit, on rejette l'idée que le médicament ne fait rien.
Et attention, c'est un point absolument crucial. Les statistiques ne prouvent rien avec une certitude de 100%. Il ne s'agit pas de preuves absolues, mais de la force des preuves. Les statistiques nous aident à prendre des décisions éclairées, en pleine conscience de l'incertitude qui subsiste. Mais voilà, comme dans n'importe quel procès, le verdict peut parfois être une erreur. Et ce qui est fascinant, c'est que la statistique nous donne un langage pour nommer et même pour quantifier le risque de ces erreurs. Pour continuer l'analogie, une erreur de type 1, c'est une fausse alarme. C'est comme condamner un médicament innocent qui, en réalité, ne fonctionne pas. Et une erreur de type 2, c'est rater un effet qui existe. C'est laisser un coupable, un médicament efficace, s'en tirer. Tout l'art consiste à trouver le bon équilibre entre ces deux risques. Alors, à la fin, on pourrait se dire, si les statistiques ne nous donnent pas de certitude absolue, à quoi bon ? En fait, elles nous offrent quelque chose de bien plus précieux, une méthode rigoureuse, structurée, pour apprendre à partir de données limitées. Elles nous donnent un cadre pour naviguer dans l'incertitude et quantifier notre confiance. Bref, elles nous apprennent à tirer des conclusions intelligentes, même quand on n'a pas toutes les cartes en main. Et ça, au fond, c'est peut-être la compétence la plus importante pour comprendre notre monde si complexe.